Fait que, je suis pas sûr que ça va être votre séquence à vous que je vais mettre sur Internet. Je vais peut-être mettre l'autre qui va être plus complète. Ça va être disponible à partir de quand? À partir de quand je vais réussir à le mettre sur Internet? Mais vu que je l'ai déjà fait une fois, ça devrait aller plus vite la deuxième fois. Mais ça va être là pour la fin de semaine, c'est sûr. Je vais essayer de faire ça après. Il me reste des questions à composer de l'examen. Fait que je vais composer des questions de l'examen avant de mettre les vidéos sur le portail. Quand même. Mais vite fait, mettons qu'on fait attachement. Dans le cas de Patrick Patterson, est-ce que vous pouvez me dire si Pearl ou Bobby ont un type d'attachement sécurisant, ambivalent, fuyant? À quoi on voit l'attachement? À quoi tu vois qu'un enfant est attaché à sa mère? Elle a assimilé l'image de ça. Oui, mais tu ne vois pas ça. Il a assimilé l'image de sa mère. Tu ne vois pas ça. À quoi tu vois qu'il a assimilé l'image de sa mère? Elle dit que les yeux peuvent aller se chercher des choses. C'est ça. Donc, il est capable d'explorer librement sans s'accrocher à sa mère. Mais s'il est attaché, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Parce que s'il est fuyant aussi, il va explorer. Donc, Il faut qu'elle revienne. il faut qu'il revienne, donc il va manifester de l'affection. Alors, si vous voulez évaluer, mettons, vous voulez dire que Pearl ou Bobby, ils ont un attachement sécurisant, ça vous prend deux arguments. Alors, mettons que vous l'avez lu le cas. Est-ce que vous avez noté s'il est attaché de façon ambivalente, sécurisante, fuyante? Non? Ligne 296. Pearl veut quitter les bras de sa mère pour jouer dans l'herbe. Ça vous dit quoi? Elle veut quitter les bras de sa mère pour aller jouer dans l'herbe. Ça vous dit quoi? Ça veut dire qu'elle a la première composante de l'attachement sécurisant, mais peut-être qu'elle est fuyante, peut-être. Qu'est-ce que vous avez besoin comme argument pour dire qu'elle n'est pas fuyante? Elle retourne. Si on va voir, elle ramasse toutes sortes de petits objets, puis elle les montre à sa mère. Le fait de montrer les jouets ou d'aller vers sa mère, si elle va vers sa mère, ça lui manifeste de l'attention. C'est un signe d'attachement. Peut-être qu'elle lui manifeste de l'attention au début du cas. Toutes les informations ne seront pas condensées dans le même paragraphe. Prenez toutes les données. Attachement. Ensuite, le style d'autorité des parents. Parce que les parents donnent des contraintes et des ressources aux enfants. La séquence du parc, ça devrait vous donner des réponses. Là. Est-ce que la mère est autoritaire? Bon, vous ne l'avez pas lu vraiment, là. Elle permet à sa fille de jouer librement dans l'herbe, mais quand la petite fille met des cailloux dans sa bouche, qu'est-ce que sa mère fait? Elle lui dit non, pas dans la bouche. Donc, elle lui donne un certain nombre de contraintes, mais elle ne l'engueule pas, elle ne la frappe pas. Donc, elle est démocratique. Il y a à la fois présence de contraintes et présence de ressources. Quel est votre les deux? Quand la petite Pearl met des objets dans sa bouche, à quel stade de développement elle est au plan affectif? Affectif, on vient de voir les stades. De quoi? C'est un schème 5. C'est un schème 5, mettre des objets dans la bouche. Je l'accepterais si tu me disais ça. Là. Elle fait de façon répétée un schème d'action simple. Sauf que les comportements sensorimoteurs, pendant les 18 premiers mois, on ne les considère pas comme des schèmes d'action simples qui relèvent de l'autonomie, de la honte et du doute. Il faudrait que vous examiniez entre... Si l'enfant a 10 mois, ce serait quoi le genre d'indicateur que vous rechercheriez
Est-ce que ça va être des actions que vous allez chercher? Si l'enfant a 10 mois, qu'est-ce que vous allez chercher? Des émotions. Des émotions. Des émotions. Dans des situations étrangères et des situations familières. Fait qu'elle devrait manifester de la joie dans des situations familières, un sentiment de sécurité, là, elle est paisible, joyeuse, tranquille, et des expressions plus de peur ou de colère ou de pleurs quand elle est dans des situations étrangères. Ce serait ça les indicateurs. Donc, l'âge vous montre quel genre d'indicateur chercher dans le cas. Vous n'allez pas justifier avec l'âge, mais vous allez justifier en fonction des indicateurs du stade. L'âge vous permet juste de vous orienter avec la bonne grille. Ensuite de ça, il va y avoir des questions sur le développement. Bon, j'ai mis au tableau les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant. L'examen final, c'est un examen synthèse. Donc, il va y avoir des questions sur la communication, la perception, les attitudes de premier contact. Je les ai mis dans un encadré bleu. On n'aura peut-être pas le temps de faire cette synthèse-là, mais vu que l'examen de mi-session portait sur ces notions-là, puis qu'on a fait aussi une synthèse à la mi-session, je crois qu'il est plus important de réviser les nouvelles notions pour lesquelles on a peu fait d'exercice avant l'examen. Fait que là, on vient de faire développement affectif, l'attachement et les styles d'autorité. On va regarder maintenant le développement cognitif. Alors, est-ce que vous vous souvenez du nom des stades? Donc, développement cognitif. Donc, de 0 à 18 mois, c'est sensorimoteur. Autour de 2 ans, 2-3 ans, non, de 2 ans jusqu'à 7 ans, c'est préopératoire. Ensuite de ça, à partir de 8 ans jusqu'à 12-13 ans, 12 ans, c'est opératoire. Concret. Opératoire formel, vous allez le voir la prochaine session. On ne verra pas cette session-ci. OK. À l'examen, je vais vous demander, les enfants du cas, je vais vous demander de me dire à quel stade il est. À partir de l'âge, vous allez le situer. Donc, il y a 3 enfants, j'en ai mis un par stade. Il faut que vous justifiez votre réponse. À quel stade il est, vous ne pouvez pas justifier en fonction de l'âge. Rappelez-vous de ça. Quand vous allez justifier un stade, que ce soit affectif ou cognitif, vous ne justifiez jamais un stade avec l'âge. Vous allez justifier avec les indicateurs. Donc, dans le stade affectif, on a vu que c'était des émotions, on a vu que c'était des chaînes d'action, soit simples ou en séquence, ludiques ou fonctionnelles. Dans le développement cognitif, c'est par les opérations mentales. Opérations mentales. Opération mentale, c'est les indicateurs. Oui, ça va être les indicateurs du stade. Et selon les stades, les opérations mentales, évidemment, sont différentes. Alors, les opérations mentales du stade sensoriel et moteur, c'est quoi les opérations mentales du stade sensoriel-moteur? Oui, donc là, on pourrait les multiplier, là, mais c'est tous les schèmes sensoriels, puis tous les schèmes moteurs. Okay, regardez bien ma question, c'est une question piège, attention. Sucer, est-ce que c'est un schème sensoriel ou c'est un schème moteur? C'est les deux. Les deux, parce qu'il y a un mouvement moteur, ça veut dire mouvement. Avec le mouvement, ça va surtout être avec la bouche. Plus l'enfant est jeune, rappelez-vous l'axe céphalocodal, je ne l'ai pas écrit là, comme synthèse, mais l'enfant va maîtriser le haut de son corps et ce qui est au centre de son corps d'abord. Fait qu'il ne va pas utiliser des chaînes. Tu sais, à 1 mois, ce ne sera pas secouer son chaîne. Ça va être plus autour de 4, 5, 6 mois qu'il va commencer à secouer des affaires. Mais les premiers schèmes sensoriels et moteurs, ça va être des mouvements
de succion, c'est avec la bouche qui est en haut et au centre du corps. Les mains sont en haut, mais sont distales, ils ne sont pas proximales. Donc, suivre des yeux le mobile qui tourne, tourner la tête du côté d'un son, à gauche, à droite, tout ça c'est des schèmes sensoriels. Le fait de prendre, de frapper, secouer, tout ça c'est des schèmes moteurs. Fait que vous allez regarder, dans le cas, c'est quoi qui fait l'enfant? Normalement, s'il y a 0 à 18 mois, il est supposé faire des schèmes sensoriels et moteurs. Ça, vous allez les... mettons, je vous demande de justifier votre réponse. Mettons, ça, je vais te demander, justifier. Je ne me rappelle plus, je me rends par là. Je vais juste aller voir. J'ai de la place pour écrire encore. Ouais, c'est pas ma limite, mon affaire. Justifier. Comment on fait pour ça, c'est important, là, parce que à chaque ligne, vous allez écrire, mettons, le stade, mettons, il est à ce stade-là. Justifiez votre réponse. Alors, pour justifier une réponse, votre argument doit toujours avoir 2 éléments pour justifier une réponse. Mettons le médecin dit, c'est une grippe ou un rhume. Ton patient, il a-tu une grippe ou un rhume? Le patient va dire non. Le médecin va dire, non, c'est pas un rhume, ça. Ça, c'est une grippe. Donc, il va dire un jugement, un diagnostic. Donc, on va dire, il est sensorimoteur. Ça, c'est un diagnostic, des sensorimoteurs. OK? Pourquoi? Pourquoi la personne a une grippe et non pas un rhume? Pourquoi? Alors, un symptôme, c'est un fait. C'est un fait, donc ça vous prend un indicateur. Ça veut dire que dans le cas, vous allez me donner un numéro de ligne. Fait que, si vous me dites qu'il est sensorimoteur, il faut que vous m'envoyiez un numéro de ligne pour me montrer quelque chose que l'enfant, un indicateur quelconque. Là. Maintenant, ça vous prend un fait, puis un critère théorique. Critère théorique, il y a une théorie sur la grippe, il y a une théorie sur le rhume. La théorie sur la grippe vous dit quel genre d'indicateur correspond à grippe, puis la théorie sur le rhume vous dit quel genre d'indicateur correspond à rhume. Fait qu'il faut que vous soyez capable d'évoquer, mettons si vous me dites que c'est un schème moteur, bien ici il va falloir qu'il y ait un mouvement, un numéro de ligne où l'enfant fait un mouvement avec sa bouche, avec ses mains ou avec je ne sais pas trop quoi, mais il faut qu'il y ait un mouvement, c'est le moteur. Si c'est un schème sensoriel, bien, il faut qu'il y ait un des organes des sens, soit la peau pour quelque chose de tactile, soit les oreilles ou les yeux ou l'odeur, il se tourne pour chercher l'odeur de quelque chose qui sent le lait maternel ou je ne sais pas trop quoi. Comprenez-vous l'idée? Quand je vais vous demander de justifier, il faut toujours qu'il y ait 2 arguments. Peu importe la notion théorique, je vais vous demander, dis-moi, c'est quoi l'attitude de l'infirmière? Il va falloir que vous me disiez un fait qui correspond à la théorie de cette attitude-là. Mettons, c'est l'empathie. Il faut que je montre, mettons, le critère de l'empathie, c'est être capable de comprendre comment l'autre comprend. Mais il faut que tu montes un numéro de ligne qui prouve qu'elle a compris qu'est-ce que l'autre disait. Ça serait un fait qui correspond au critère théorique. Quand un prof vous donne une note, vous avez toujours le droit de savoir pourquoi j'ai cette note-là. Justifiez votre note, madame ou monsieur. Et pour justifier sa note, il faut qu'il montre ce que tu as écrit dans ton texte. Mettons, c'est un examen écrit. Puis que ce que tu as écrit dans ton texte correspond ou non aux critères de correction du travail. Puis s'il est capable de justifier sa réponse, puis il dit, ben, tu as cette note-là parce que tu as cette note-là, quelle conclusion allez-vous tirer? C'est l'autorité autocratique et non pas démocratique. Il faut que vous vous rebelliez. Il ne faut pas que vous vous soumettiez. OK. Donc, Pearl
elle met des petites roches dans sa bouche, c'est très sensorimoteur tout ça. Maintenant, l'autre enfant, Pearl, c'est Bobby. Bobby qui a 4 ans, 5 ans, je pense. À quel stade est-il rendu, Bobby? À quel stade du développement cognitif Bobby est-il rendu? Alors, je donne un exemple. Au début, la première page, là, il joue à King Kong. Puis au parc, à la fin, il est sur la balançoire ou sur la glissade, puis il dit « Ouh, dans le ciel, maman, dans le ciel. » Comme une fusée dans le ciel. Alors, à quel stade est-il rendu? Préopératoire. Ça, c'est le nom du stade. Quelles sont les opérations mentales que Bobby démontre qui sont typiques du stade préopératoire? Est-ce que vous pouvez me nommer juste par cœur différentes opérations mentales qui sont typiques de ce stade-là? Pardon? L'animisme. Oui, il n'y a pas d'exemple d'animisme dans le cas, mais admettons que vous ne trouvez pas de fait dans le cas, au moins donnez-moi un exemple d'une opération mentale qui pourrait être pertinente. La pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est quoi la pensée symbolique? C'est par exemple prendre un téléphone un avion. Là, vous me donnez un exemple. C'est typique de la pensée opératoire concrète. Donc, si vous êtes opérateur formel, vous allez me dire d'autres choses. Qu'est-ce que la pensée symbolique? Donnez-moi pas d'exemple. C'est utiliser un objet pour symboliser un autre. Pour un autre objet, c'est ça. Donc, on prend deux images mentales, puis on les fusionne. Peu importe les images qu'on fusionne. Donc, surtout qu'on transforme un objet en un autre objet symboliquement, on est dans la pensée symbolique. Là, il y a plusieurs opérations mentales. Il y a le raisonnement transductif. Le cas de Bobby montre un cas typique de raisonnement transductif. Qu'est-ce que c'est le raisonnement transductif? Un lien de cause à effet basé sur les apparences. Pour que ce soit préopératoire, il faut que ce soit basé sur les apparences. Parce qu'il y a des liens de cause à effet dans certains phénomènes en physique, vous avez vu ça, ou en mathématiques, il y a des liens de cause à effet dans des fonctions. C'est une fonction en mathématiques, c'est une relation de cause à effet entre des variables. Je ne sais pas si vous l'avez déjà compris comme ça, là, mais tu n'es pas préopératoire quand tu fais du calcul différentiel intégral. Là. Il y a plein de gens qui font du calcul différentiel intégral, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils font juste faire la recette, ils ont la bonne réponse, mais ils n'ont rien compris. Là. Fait que ça, c'est une compréhension opératoire concrète, mais pas une compréhension formelle. Donc, pour avoir un raisonnement transductif, il faut que ce soit un faux lien de cause à effet. L'enfant pense qu'il y a un lien de cause à effet entre deux affaires, mais de façon illusoire. Lui, il ne croit pas que c'est une illusion, il croit que c'est vrai. Alors, dans le cas, il y a une situation très grave qui se passe. L'enfant se sent responsable de l'accident de son père. Marqué à la fin, là, il pense que son père est choqué contre lui. Ça, c'est du raisonnement transductif. Est-ce qu'on est dans la culpabilité qui domine? Là, on irait peut-être... Là, attention, le mot culpabilité, tu es en train de faire un lien avec le développement affectif. Oui. OK? Initiative versus culpabilité. Alors, là, il faudrait que je fasse affectif. Attention, affectif. Il faut faire attention parce qu'il y a des mots de vocabulaire qui se ressemblent dans une théorie à l'autre. Si tu me dis qu'il éprouve un sentiment de culpabilité alors qu'on est dans le développement cognitif, c'est sûr que tu vas avoir une faute. Ici, il faudrait que tu me dises Bobby est au stade préopératoire, il fait un raisonnement transductif en se sentant coupable et responsable de l'accident de son père. Là, ça serait parfait. Puis, il y a 5 ans, donc il est dans... il est dans initiative. Initiative versus culpabilité. Si je te demande, est-il en équilibre? Fais attention, là, parce que c'est une question piège. Est-ce que Bobby, il se sent... Suivez-moi bien, là.
Il se sent coupable et responsable de l'accident de son père. Ce sentiment de culpabilité-là, est-ce que c'est un indicateur affectif ou cognitif? Affectif. Le sentiment de culpabilité par rapport à la responsabilité de l'accident, c'est cognitif, c'est pas affectif. Pourquoi? On vient de voir qu'il se sent coupable à cause d'un raisonnement transductif. Si vous voulez évaluer s'il se sent initiative versus culpabilité, c'est quoi les indicateurs que vous devez trouver? Il faut que ce soit une séquence d'action qu'il fait dans un but ludique. Là, il n'est pas en train de jouer à maganer son père. Là. Il n'est pas en train de jouer à ça du tout. Rappelez-vous, les notions théoriques, si vous maîtrisez une notion, si vous apprenez par cœur, là, culpabilité, se sent coupable, vous allez tout mêler ça, c'est sûr. Dites-vous, la théorie vous dit c'est quoi le critère que vous devez chercher, puis vous regardez dans les faits. Le critère, y est-tu là? Zing! C'est ça. Le critère n'est pas là? Zang! C'est pas bon. Autonomie. OK. Fait que je vais effacer l'affectif pour ne pas vous mélanger. Je suis content que ça sorte avant l'examen, ce genre de situation-là. C'est par l'analyse des problèmes et des erreurs qu'on apprend les choses. C'est une erreur extrêmement utile. C'est une question. Absolument, absolument. Mais le fait d'associer la culpabilité, à l'affectif au lieu de cognitif. Il faut aller chercher les bons indicateurs. OK, donc dans préopératoire, animisme, centration, pensée symbolique, raisonnement transductif, etc., là, vous en avez toute une liste. Ça ne veut pas dire que dans le cas, il va les avoir toutes, mais il faut qu'il y en mette au moins un, vu qu'il y a une question là-dessus. Maintenant, opératoire concret. Quelles sont les opérations mentales qu'on fait lorsqu'on est au stade opératoire concret? Compartimenter, ouais, je le prendrais. Compartimenter, ça veut dire catégoriser. Donc, je pense en catégorie. Je pense aussi en sériation. Je suis capable d'ordonner les éléments d'une série un à côté de l'autre. Sériation. Puis il y en a un autre important aussi. Avoir une. Pardon? Avoir des exemples, c'est vrai. Donc, les exemples, ça te permet d'illustrer les catégories que tu es en train de présenter. Donc, un exemple, c'est une compétence de catégorisation. Un exemple. Les profs, ils organisent tous les exemples en fonction des notions théoriques qu'ils vont présenter. Donc, il y a compréhension de quel type? Ça, c'est très important. Une compréhension fonctionnelle, c'est faire fonctionner les différents appareils. On sait comment les choses marchent dans la réalité. On va s'intéresser au fonctionnement des choses. Le climat, pourquoi l'eau a monté, pourquoi il fait fret au mois de mai, etc. Compréhension fonctionnelle. Alors, dans le cas de Patrick Patterson, il y a la grande, là, elle joue à la page 2, là, elle joue avec ses amis, à ligne 53 jusqu'à 70. Elle fait un jeu électronique. Est-ce que c'est un jeu avec des dragons puis des personnages symboliques? Est-ce que c'est pensée symbolique? Vous n'avez pas vraiment lu, hein? Non. C'est dur dans ce temps-là. Elle joue à Sim. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Sim. C'est un jeu où les gens doivent construire des maisons en fonction de différentes fonctions là, électroniques, puis ils font bouger des bonhommes. Puis ils doivent alimenter les bonhommes, ils doivent les faire s'amuser. En tout cas, ils doivent répondre à un certain nombre de besoins des bonhommes. Puis, fait que c'est toutes sortes de commandes pour gérer quelque chose de très réaliste. C'est pas un jeu. C'est sûr que c'est du symbole, mais c'est des symboles qui sont très, très, très réalistes. Les bonhommes ressemblent à des humains, les pièces ressemblent à des vraies pièces, l'environnement reproduit le plus. Fait que c'est une compréhension fonctionnelle. Puis en plus, elle le fait par ordinateur.
Fait qu'elle doit manipuler des fonctions de façon efficace pour pouvoir jouer comme du monde à ce jeu-là. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là quand tu as 4 ans, 5 ans. C'est difficile à jouer. Ils sont juste sur le plan fonctionnel, tu n'as pas la compréhension de la logique des jeux. Donc, tous les jeux avec des règles, tu sais, jouer aux échecs, jouer... tu sais, jeu de Trouble, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Trouble, c'est un genre de jeu de dés qui est dans une bulle. Fait que tu ne peux même pas fonctionnellement garocher le dé ailleurs. Le dé reste tout le temps là, tu ne cours pas après tes dés. Fait que tu peux jouer à ça très jeune, Trouble, parce que tu vas juste compter le nombre de pitons sur ton dé, puis tu bouges tes affaires sur le piton. Là. À 3 ans, à 4 ans, tu peux jouer à Trouble. T'offres pas un jeu de Trouble à quelqu'un qui a 8 ans. Je veux dire, il va se sentir insulté. Tu vas donner un jeu de dames ou un jeu d'échecs où ils vont être capables de jouer avec des règles. Des règles, pas des règles pour souligner, là, mais des règlements. Tu sais, des principes. Voilà. Donc ça, c'est pour stade cognitif. Je vais vous demander des stades, je vais vous demander des opérations mentales typiques de chacun des stades. Donc voilà pour ça. Maintenant, émotion. Est-ce que Patrick Patterson a une émotion à un moment donné, dans le cas? C'est sûr que oui, parce que le cas sert à illustrer les notions théoriques, donc j'ai donné une émotion. Alors, rappelez-vous de ça. L'émotion, c'est quoi les 3 composantes de l'émotion? Souvenez-vous de ça? Événement déclencheur. Ensuite, il en manque 2 autres. L'événement déclencheur, il déclenche de que c'est? Il déclenche quoi? Il déclenche des réactions de quelle nature sont les réactions? Physiques. Une composante physiologique. Je ne réécris pas tout, là, vous avez ça dans vos notes. Il en manque une autre composante. L'analyse cognitive. Alors, l'analyse cognitive, là, c'est quelle perception la personne a de l'événement déclencheur et quelle perception la personne a de ses propres réactions physiologiques. Je ne réécris pas tout, là. Alors, listen to me. Listen to me. À l'examen, je vais vous dire, la question, ça va être analyser la réaction de quelqu'un. Je ne vous dis pas qui, là, mais vous allez voir, dans le cas, il y a quelqu'un qui va avoir une émotion. C'est elle. Okay? Donc là, cette émotion-là, c'est elle ou lui. C'est elle ou lui. Okay? C'est elle ou lui. C'est elle ou lui. C'est elle. Ce qu'il va falloir faire, c'est dans votre réponse, vous allez devoir rédiger votre réponse en 3 paragraphes. Fait que la feuille réponse, elle va déjà être faite en 3 paragraphes. Mettons, ça va être analyser l'émotion de X, XE. La première composante de l'émotion, là, il va avoir une dizaine de lignes comme ça. Après ça, ça va être deuxième composante. Puis il va avoir 5-6 lignes comme ça. Alors, la première composante, la troisième, ça va être la troisième composante. Puis la troisième composante, là, il va avoir 2 petits paragraphes de 3-4 lignes chacun, mais ils vont être séparés. Comme ça. Pourquoi ils vont être séparés? Parce que ça va être 3.1, ça va être 3.2. Ça va être 3.1, ça va être 3.2. On l'a déjà fait avec l'atterrissage forcé. Là. La première composante, ça va être l'événement déclencheur. Fait qu'il va falloir que vous m'écriviez tous les éléments qui composent l'événement déclencheur. Quels sont les éléments qui composent un événement déclencheur? La nature. Alors, vous allez commencer en disant la nature
de l'événement déclencheur est... Bon, là, vous allez répondre. Mais il faut que vous identifiez le critère théorique, la nature de l'événement déclencheur. Ensuite, qu'est-ce que vous allez dire? S'il est réel ou imaginaire, là, ben, vous verrez dans le cas, alors cet événement est, mettons, totalement imaginaire, totalement imaginé par... là, je dis imaginer, mais peut-être qu'il est réel. Là, je dis n'importe quoi. Fait qu'il va falloir qu'il y ait les mots-clés. Il faut qu'il y ait les mots-clés des indicateurs de l'émotion. Ensuite de ça, nature, réel ou imaginé, qu'est-ce que vous allez parler aussi? La durée. Alors, cet événement, alors la durée, ouais, c'est ça, de quelques secondes, de quelques minutes, ou ponctuel, ou est quotidien depuis 8 ans. Je sais pas trop. Chronique, ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait le mot durée. Ensuite, vous allez me parler de la prévisibilité. Alors, cet événement était à prévoir, était bien prévu par M. Patterson, ou je ne sais pas trop qui, là, bon. Puis ensuite de ça, s'il est causal. Est-ce que la personne réagit à cet événement-là, en toute authenticité, ou si il réagit à un événement passé, qui est symbolisé par l'événement déclencheur? À quoi allez-vous voir que l'événement, il est causal? L'intensité de la réaction. Non. Là, ça me prend deux affaires. Pour qu'il y ait un lien de causalité, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut que l'intensité de la réaction corresponde à l'intensité de l'événement. Si vous dites juste l'intensité, c'est pas suffisant. S'il y a un tout petit événement de rien du tout, la réaction émotionnelle est gigantesque, c'est louche. C'est louche. L'événement déclencheur n'est probablement pas causal. Fait que je vous le dis tout de suite, si l'événement déclencheur n'est pas causal, lisez bien le texte, parce que moi, je vais raconter des choses du passé qui expliqueraient pourquoi la personne réagit de cette façon-là à l'événement. Parce que si l'événement déclencheur n'est pas causal, mais il y en a un autre événement qui va être causal. Fait qu'il faut le trouver. Fait que c'est sûr que s'il y a un événement causal quelque part, je suis obligé de l'écrire dans le cas. Sinon, je ne peux pas vous demander de trouver là. Vous ne pouvez pas inventer une page du cas. Ça marche pour ça? Maintenant, les réactions physiologiques, c'est quoi les deux choses dont il faut me parler? La nature. Alors, la nature des réactions physiologiques, ça va être, il faut que vous me parliez des parties du corps. Mettons le visage qui rougit, les mains qui deviennent moites, ou un spasme de l'œil qui sautille, ou la personne se déplace sur sa chaise, ou son regard qui fuit, ou il se met à se branler d'une patte à l'autre, ou à se tournicoter une couette, ou à mâcher sa gomme super fort, ou tout ça. Ça, c'est la nature de l'érection physiologique. Ça va? Quoi d'autre? L'intensité. Alors, il faut que vous me parliez, est-ce qu'il le fait très fortement ou de façon très subtile? Il gesticule ou il fait juste changer un petit peu ou faire un mouvement du sourcil. Donc, l'intensité physique, pas l'intensité de l'événement. Ça marche? Dans la troisième composante, de quoi allez-vous me parler? Il reste 15 minutes. J'aimerais savoir le temps de faire perception en partie. Alors, dans la troisième composante, vous allez me parler de quoi? Vous allez commencer par me donner la perception que la personne qui
émotive, la perception qu'elle a de l'événement, qu'est-ce qu'il signifie. Donc ça, là, c'est l'interprétation qu'elle donne à cet événement-là. Pour elle, cela signifie la perte de son statut d'entraîneur-chef. Donc, dans le cas de Patrick Patterson, la perception, l'événement déclencheur, peut-être que c'est ses enfants qui l'ignorent. Puis lui, il interprète ça comme « mes enfants ont peur de moi » ou il constate que je suis un monstre. Alors que c'est pas pour ça que son jeune ne le regarde pas. Son jeune ne le regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il pense que son père va le chicaner, parce qu'il est choqué. Le père, il n'est pas choqué. Il pense que le jeune ne le regarde pas parce qu'il a peur du monstre Frankenstein que son père est devenu. Or, il n'est pas en train d'exhiber sa cicatrice tout le temps. Non? Ensuite, la réaction physiologique. Quelle est la perception que la personne a? Est-ce que tu t'en rends compte que tu es émotionnellement bouleversé? Est-ce que tu t'en rends compte que tu es en sueur, que tu es tendu? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu es conscient de ça? Alors, vous allez voir, si la personne parle de ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est consciente. Ça veut dire qu'elle est consciente. Alors que si elle dit « non, ça va très bien, je ne suis pas nerveuse du tout », très bien. Ben, ça veut dire qu'elle n'est pas consciente de ses propres émotions. Ça veut dire que pour le point 3.1 et 3.2, c'est la perception de... C'est la perception que la personne a. En 3.1, c'est la perception que la personne a de l'événement déclencheur. Et la perception que tu as de toi-même. Est-ce que tu t'en rends compte que tu es bouleversé? Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte de leur propre réaction physiologique. Les gens agressifs, impulsifs, ils ne voient même pas la tension monter à l'intérieur d'eux. Puis paf, ça éclate. Alors que si tu es conscient que la tension monte, ben tu vas te retirer avant de poser un geste que tu regretterais. Ça marche? Il resterait, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres affaires à dire. Là, les besoins, il faut identifier quels sont les besoins de Maslow. Est-ce que c'est des besoins de sécurité? Est-ce que c'est des besoins d'amour, d'affiliation? Est-ce que c'est des besoins d'estime de soi? Est-ce que c'est des besoins d'accomplissement? Je vais vous demander d'identifier des besoins dans le cas des personnages. Ils sont faciles à identifier quand même. Je vais vous demander d'identifier des mécanismes de défense aussi. Est-ce qu'il y a un refoulement? Est-ce qu'il y a une formation réactionnelle? Est-ce qu'il y a du déni? Est-ce qu'il y a quoi? Puis, je voudrais juste avoir le temps avec vous de finir la théorie sur la perception. Vous souvenez-vous, c'est quoi les trois composantes de la perception? En premier, c'est la sélection. En deuxième, c'est l'organisation. La troisième, c'est l'interprétation. Faisons Peter. Quelle perception Peter a de son père? Quelle perception Peter a-t-il de son père? Vous n'avez même pas besoin d'avoir lu le cas, juste avec ce que je vous ai dit tantôt, de répondre à cette question-là. C'est un monstre. Alors, vous allez l'écrire où? Dans la sélection? Non, dans l'interprétation. Mon père est un monstre. En fait, c'est pas vrai. Il ne trouve pas que mon père est un monstre. Il pense quoi? Mon père est choqué. Mon père est choqué. Là, ce que vous avez dit, mon père est un monstre, c'est pas Peter qui croit ça. C'est le papa. Là, on analyse la perception du père. Alors, le père croit qu'il est un monstre aux yeux de ses enfants. Mais là, on ne fait pas le père, on fait Peter. Alors, mon père est choqué contre moi. Choqué, ça veut dire être en colère. Mon père est en colère contre moi. OK? Sélection. Qu'est-ce que ça veut dire, le concept de sélection? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'on cherche? Les faits. On a retenu. Pas qu'on a retenu. Que Peter a remarqué et retenu. Qu'a-t-il remarqué? Qu'est-ce qu'il remarque, son fils? Il y a la blessure du père. Mais faites le lien comme il faut, là. Qu'est-ce qu'il remarque aussi pour s'attribuer la responsabilité de ce geste-là?
Pourquoi? À quel fait retient-il? Parce que là, le tien. Oui, c'est de la blessure, l'accident, oui. Ça, c'est la même chose, là. Mais il y a eu un autre fait que le jeune a remarqué. Quelques jours avant l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils et le père se sont chicanés. Le fils et le père se sont chicanés. C'est à cause de... Donc, il y a une chicane juste avant l'accident. Vous avez besoin de ces deux faits-là pour qu'ils se sentent coupables. Lui, je suis coupable de cet accident-là. C'est ça qu'il interprète. Quand il regarde son père, l'enfant se sent coupable de ce qui est arrivé à son père. Fait que, pour se sentir coupable, il faut qu'il y ait deux affaires. Il faut qu'il y ait un événement épouvantable qui se passe, mais qu'il ait fait quelque chose. Parce que si tu n'as rien fait, puis mettons, il y a les inondations. Tu beaucoup aussi qui se sentent coupables des inondations? Non. Pas gros, hein? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas dit, ah, eux autres de Pierrefonds qui crèvent, que le bon Dieu leur envoie les 7 tares d'Égypte. Non. Il y a eu un accident, mais rien d'autre. Fait que vous ne pouvez pas vous sentir coupable. Pour se sentir coupable, il faut que on ait fait quelque chose, on ait dit méchant papa. Lui, il y a des paroles qu'il a dites. J'ai dit papa, t'es un méchant papa, je ne me souviens plus de la parole exacte, là, mais tu es vrai, mais si c'est ma faute. Pourquoi? Regardez, ligne 327. C'est parce que j'étais fâché contre lui, j'ai crié, t'es pas fin, je t'haïs, va-t'en. Ligne 328, puis là, il a eu son accident, puis on est allé à l'hôpital et il a perdu son bras. C'est parce qu'il a dit des mauvais mots, l'enfant. Vous comprenez ça? OK, maintenant, cette question que tout le monde a, ou presque a raté un examen de mi-session. L'organisation. Qu'est-ce que vous devez écrire dans organisation? Deux affaires. Faut que ça fasse un lien En quoi puis quoi? La sélection. Il faut réécrire la sélection. Donc, si vous allez écrire blessure, puis, mettons, je t'haïs, puis la chicane. Donc, il faut réécrire tout ça. Là. Donc, la sélection, il faut la réécrire. Puis, vous faites un lien avec quoi? Avec l'identité de qui? Du père? Non, l'identité De la personne qui perçoit l'autre. Alors, attention, on va faire de l'intégration des acquis ici. Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité de Peter? Le fils. Ouais, c'est pas juste parce que c'est son fils. Mettons, moi, mon père, il a son accident, même si je me suis chicané la semaine passée avec mon père, puis il a un accident, je ne vais pas me sentir coupable de son accident. Je vais dire, il a eu un accident et nous nous sommes chicanés sur deux affaires séparées. Un enfant. Il y a quelque chose que je m'attends de vous d'un peu plus que ça. Son stade. C'est quoi? Oui, tu le sais, on vient de le faire. Il est à quel stade? Préopératoire. Il est en quoi? Au préopératoire. Ah, ok, oui. Donc, il fait ce raisonnement transductif-là. Le stade affectif ou le stade cognitif, ça fait partie de votre identité, ça. Votre culture, votre expérience, votre formation, infirmière et tout ça, ça fait aussi partie de l'identité. Le stade du développement cognitif, un enfant ne va pas percevoir les choses de la même façon à cause de son stade cognitif. Fait que maintenant, Et vous qui êtes dans une attitude professionnelle d'empathie, vous allez être capable de comprendre la perception des autres en fonction de leur stade de développement, même si vous n'êtes pas à ce stade-là. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les mettre dans des petits compartiments, mais vous êtes foutus si vous faites ça. Tout est relié. Le cœur, il faut apprendre, c'est quoi le cœur? Le foie aussi, le cerveau aussi, mais tous ces morceaux-là, là, c'est pas mal connectés ensemble. Ouais, aussi. Très aussi. Fait que donc, je vous souhaite une bonne préparation. Ne travaillez pas seul, travaillez en équipe. Et si vous avez des questions théoriques,
J'y répondrai. J'entends. Ouais, le message, je vais l'envoyer après avoir composé l'examen. Je vais l'envoyer avant la fin de semaine. Avant la fin de semaine, c'est sûr. Mais rappelez-vous comment on évalue l'encodage, comment on évalue le décodage, l'identité, l'état psychologique. Oui. Oui. Regardez mon horaire.